Bonjour à tous, bienvenue sur François. Au défi de la vérité, nous recevons aujourd'hui Geoffroy De Vries, qui est avocat et auteur du Hold Up des mots, redonner aux mots leur vrai sens, aux éditions de l'Archipel. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous citez un nombre de mots assez importants: république, état de droit, laïcité, je pense ceux de la couverture, égalité, droite, gauche, euthanasie, race, séparatisme, souveraineté, père, mère, PMA, mariage. Est-ce que c'est vraiment une urgence absolue de s'attaquer au poids des mots alors qu'il y a tant de sujets brûlants? En quoi c'est si important? C'est pas comme si les débats sur le sexe des anges, c'est vraiment majeur? Mais c'est majeur et c'est lié à tous les sujets qui sont aujourd'hui traités dans l'actualité. Mais franchement, vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui, certains mots ont perdu le sens qu'ils avaient auparavant. Euh, Par exemple, le mot père. Pour Il ouvre vous, votre pour livre, moi la également, citation d'Emmanuel Macron: votre problème, c'est que vous croyez qu'un père est forcément un mâle. exactement. Et si pour Emmanuel Macron, il a eu cette sortie à l'occasion d'un cocktail à l'Élysée, si pour Emmanuel Macron, un père n'est pas forcément un homme, c'est donc qu'il peut être une femme. Dès lors, qu'est-ce qu'un père? Hmm. Pour tout le monde, pour ceux qui nous écoutent, pour tout Français ayant du bon sens, le père, c'est le géniteur masculin d'un enfant. Hein. Ce n'est pas une femme. Mais En tout cas, pour Emmanuel, au sens biologique. Après, il y a aussi le sens culturel. mais même au sens culturel, Il y a le père a toujours été un homme et oui. le géniteur de l'enfant. Bon, pour le président de la République, c'est peut-être une femme. Mais il reprenait aussi à certains égards les propos qui avaient été tenus par Agnès Buzyn sur une chaîne de télévision en 2019, Lors où du elle débat de la loi affirmait, bioéthique. exactement, où elle affirmait qu'un père peut être une femme ou une grand-mère. Hmm. Bon, Ou un oncle. moi, ça me choque. Et donc, de fil en aiguille, j'ai essayé de comprendre pourquoi de tels mots étaient ainsi dénaturés. Et j'en suis revenu à relire 1984 de George Orwell et de vouloir critiquer cette dénaturation du langage, cette triche avec les mots, et tenter de les redéfinir, pas tous les mots bien évidemment, c'est pas un dictionnaire, mais ceux qui sont essentiellement utilisés dans le langage culturel et politique courant, de le redéfinir en partant de leur étymologie, souvent grecque ou latine, de leur histoire, parce que le mot évolue, le mot famille a évolué. La famille auparavant, au départ, c'était l'ensemble des personnes qui vivaient dans un même lieu, hein. Mais ça pouvait être également l'esclave, ça pouvait être le serviteur. Aujourd'hui, le mot famille, signifie essentiellement les parents et leurs enfants. Ils vivent dans un même lieu, mais il y a des liens familiaux, des liens de sang entre les membres d'une différente famille. Donc le mot a évolué, sauf qu'il a évolué avec le temps. Il a évolué de manière logique sur des décennies, voire des siècles. Aujourd'hui, il y a des mots qui évoluent très rapidement. Le mot mariage a évolué. Le mariage a toujours été conçu comme l'union d'un homme et d'une femme. Maintenant, sur un plan juridique du moins, c'est peut-être l'union entre deux personnes de même sexe, homme ou femme. D'autres exemples que j'évoque, le mot république. La République, c'est un concept, c'est un système qui, à un moment donné, en France, a remplacé la monarchie en 1792. Aujourd'hui, on constate que ce mot est galvaudé, il est utilisé à tort et à raison par tous les politiques. Ne cesse d'invoquer les valeurs de la République. Qui ne cesse d'invoquer les valeurs de la République, qui n'a aucune signification sur un plan juridique. Autant il y a les principes fondamentaux reconnus par la loi de la République, hein, c'est un concept en droit constitutionnel, les valeurs républicaines, chacun a ses valeurs républicaines. Oui, mais ça a une signification sur un plan culturel, moral. Oui, ou alors vous trouvez que c'est une façon de détourner, de ne pas dire les valeurs de la France? Et alors, vous avez raison. Déjà, c'est un concept qui permet d'évoquer ce que veut évoquer l'auteur de de ce terme, sans pour autant que sans pour autant qu'il y ait un accord sur la signification. Les valeurs de la République pour Mélenchon ne sont pas les mêmes que pour Éric Zemmour. Après, le mot République est bien évidemment utilisé, idolâtré, est utilisé en remplaçant le mot France. Plus personne dans notre monde politique utilise aujourd'hui le mot France, pour différentes raisons, me semble-t-il, mais le mot République, lui, est utilisé à tout va, alors que il s'agit essentiellement d'un système qui a remplacé en 1792, je le disais, la monarchie, et qui est trop souvent confondu avec la démocratie. Et d'ailleurs, il y a des démocraties qui sont monarchiques, en Angleterre, en Espagne, en Belgique,
Et il y a des républiques qui n'ont rien de démocratique. L'URSS était une république qui n'était pas démocratique. La Corée du Nord, son nom officiel, c'est la République populaire démocratique de Corée. Je ne suis pas persuadé que la Corée du Nord soit véritablement un pays démocratique. Et pourtant, c'est une république. Oui, mais dès lors que tout le monde s'entend sur le sens, où est le problème d'employer un mot comme les valeurs républicaines, par exemple? Tout le monde sent bien ce que cela veut dire. Ou au contraire, vous jugez que c'est un problème? Moi, ce qui me surprend, c'est l'utilisation, la galvaudisation de mots pour signifier des choses qui ne sont pas claires ou pour ne rien signifier du tout, simplement peut-être pour éviter de dire autre chose. On parle de valeurs de la République lorsqu'on veut promouvoir telle ou telle liberté, tel ou tel droit, souvent au profit des minorités, sans pour autant définir ce dont il s'agit. Vous serez bien incapable de définir ce que sont les valeurs de la République, tout comme moi. Et le mot République, je vous le disais, est toujours galvaudé, idolâtré, lorsqu'il y a un attentat terroriste. Que ce soit l'assassinat de Samuel Paty ou de catholiques dans une église à Nice ou autre. Oui, on entend c'est la République qui est attaquée. Le terroriste crie Allah Akbar, ce qui veut dire Dieu est grand. Il tue le mécréant, ou celui qu'il considère comme un mécréant, au nom de sa foi qui est devenue une folie. Et que répond notre classe politique? Elle répond, la République est en danger. Mais ce n'est pas la République qui est en danger, c'est les hommes et les femmes qui se font égorger, qui se font blesser. Et le terroriste, il ne crie pas « Ah bah la République », il crie « Allah Akbar ». Donc on a un discours qui est lié à une religion ou à une folie, l'islamisme. Et d'un autre côté, on a les politiques qui restent en quelque sorte dans un cadre purement républicain et qui sont, à mon avis, à mon sens, lorsqu'ils se plaignent du fait qu'on attaque la République, à côté de la plaque. Et d'ailleurs, on a vu aussi, à l'occasion de ces tragiques attentats, des grandes difficultés à nommer les choses de la part de nos dirigeants. Vous avez tout à fait raison. Ils ont souvent dû se contorsionner pour ne jamais dire ce qui s'était passé. Exactement, mais je pense par exemple à Arnaud Beltrame, dont on a su qu'à grand-peine qu'il avait été égorgé. Exactement, mais pas uniquement à l'occasion de ces attentats. Pour tout sujet d'actualité, on a le sentiment que ceux qui interviennent dans les médias, essentiellement les politiques, certains intellectuels, certains journalistes, ont une grande difficulté à nommer les choses, à préciser, à qualifier correctement la réalité. Et pourtant, on est là dans la dénaturation du langage ou des mots, parce qu'ils emploient des mots là où il ne le faut pas. Et le risque, c'est que en refusant de nommer correctement les choses, en employant des mots qui sont mal utilisés, le mot père pour signifier une femme, ou là encore récemment, j'ai lu que les Verts ou le Parti écologique ne souhaitaient plus utiliser le mot mère et le remplacer. Oui, dans un document programmatique, ils veulent l'appeler femme. Personne en capacité de porter un enfant. Exactement. Là aussi, on refuse d'employer un mot pour constater une réalité, ce qui... pour façonner une autre réalité, peut-être. Pour façonner une autre réalité. Et le danger, c'est que en acceptant une telle dénaturation, on va finir par en venir à penser autrement et même à ne plus vouloir utiliser les mots qui fâchent, de peur d'être critiqué, de peur d'être ostracisé, surtout dans les médias. Alors, votre livre, donc, c'est à la fois un abécédaire qui reprend de nombreuses entrées de mots qui pèsent dans le paysage médiatique ou intellectuel, et puis des développement plus fouillé sur la source et la nature de ces problèmes. Vous parliez de démocratie, je voudrais juste reprendre un exemple, parce qu'il y a à la fois le dévoiement, mais il y a aussi une sorte d'inflation des mots, et puis la démocratie, vous dites, comme si le mot ne se suffisait plus à lui-même, le voici affublé de qualificatifs, la démocratie directe, présidentielle, parlementaire, libérale, censitaire, populaire, chrétienne. De la démocratie à l'antique à la démocratie participative, il y a place pour toutes sortes de fantasmes. Et d'ailleurs, la démocratie participative, dites-vous, s'apparente à un pléonasme, puisque la démocratie signifie par définition la participation plus ou moins active de chaque citoyen. Exactement. On observe aussi le même phénomène avec la laïcité qui a été déclinée en positive, inclusive et autres.
quand on a besoin de mettre un adjectif adjacent à tous ces mots, c'est qu'ils sont déjà totalement démonétisés ou qu'on ne sait plus ce que ça veut dire. Qu'on ne sait plus ce que ça veut dire, ou qu'on veut innover aussi, parce qu'il faut, dans l'utilisation de ces nouveaux mots, il y a aussi derrière une volonté politique, voire politicienne, qui veut que celui qui les utilise puisse se différencier des autres, développer un nouveau concept. Je me souviens, je crois que c'est Ségolène Royal qui avait évoqué l'idée de démocratie participative. Bon, bah, c'est un terme qui ne veut rien dire, in fine, vous l'avez rappelé, c'est un oxymore, mais qui permet peut-être de rassurer certains, en disant, ouais, on va pouvoir participer, on va avoir davantage de pouvoir, davantage d'influence qu'auparavant. Kenini, in fine, la démocratie, c'est un concept qui existe depuis plus de 2000 ans. On n'a pas forcément besoin de le qualifier et de trouver des adjectifs pour plaire, pour satisfaire ou pour assurer. Je pense qu'il faudrait davantage plutôt s'interroger sur le mode du fonctionnement démocratique, notamment qui parfois est de plus en plus fragile avec les GAFA, le numérique, avec aussi les limites du fait majoritaire. La démocratie est basée sur le principe de la loi de la majorité, c'est la majorité qui décide, mais ce n'est pas parce qu'une majorité décide ou vote une loi que cette loi est légitime. La majorité peut se tromper, a fortiori lorsqu'elle est sous l'influence de différents lobbies, de différentes forces qui interviennent davantage pour défendre des intérêts catégoriels que pour défendre l'intérêt général ou le bien commun. Et vous diriez du coup que le pouvoir des mots, le hold-up qui est fait sur eux, sert à fliquer la pensée, à la corseter, à la maintenir dans le rang, parce qu'on observe, je pense à l'essor du fact-checking et de la prétendue lutte contre les fake news qui souvent ne fait que jouer sur les mots. Je pense au succès actuel d'Éric Zemmour qui est très clivant, mais qui doit à la fois son succès et son rejet à son refus de se plier au vocabulaire autorisé ou alors de le reprendre et de le retourner à son avantage. Pour vous, le hold-up des mots qui fait le titre de votre livre est un instrument de domination intellectuelle? Exactement. Orwell, dans 1984, qu'il avait publié en 1949, donc à la fin des années 40, parlait des en mots... 48, en inversant la date. Voilà, et parlait des mots créés sur mesure pour fabriquer l'attitude mentale souhaitable. Hein. Et il expliquait à merveille que celui qui a le pouvoir, ce n'est pas tant celui qui dit les mots, mais c'est celui qui dit ce que les mots veulent dire. Hein. Si vous changez l'essence des mots, petit à petit, vous changez la façon dont on pense, et petit à petit, vous changez la façon dont on agit. Il avait rien inventé. Platon disait déjà que la perversion de la cité commence par la fraude des mots. Eh bien, je ne connaissais pas cette citation, mais il n'a rien inventé et ça remonte à loin, bien évidemment. Hein. Mais les mots façonnent la pensée façonne les mots, c'est lié, et le tout façonne nos actions. Nos actions, nos attitudes, nos caractères, et in fine, notre destin. Hein. Ouais. Si petit à petit, vous considérez que le père peut être une femme, ou que la femme n'est pas forcément une femme ayant un sexe féminin et définie comme chacun de bon sens peut le définir, petit à petit, en 1, 2, 3 générations, vous changez les mentalités et vous changez la façon d'agir. C'est ce que souhaitent. C'est ce que souhaitent pas tous ceux qui utilisent les mots de manière dénaturée, mais c'est ce que souhaite une minorité qui pousse de manière très habile, de manière sournoise, mais qui pousse pour pouvoir changer à terme les mentalités et la façon dont nous agissons, in fine, ce que nous sommes. Alors, il y en a un qui est le prince le prince au sens machiavélique peut-être de la jungle des mots dans tous leurs sens, c'est évidemment Emmanuel Macron, notre président, en tout cas le président de la République, qui a récemment dit que la sécurité était la première des libertés, qui nous a expliqué lui, ou en tout cas ses ministres, que le pass sanitaire était un instrument de liberté, alors qu'il ne l'est visiblement en rien. Est-ce que liberté est un des termes qui vous paraît frapper de la même mainmise d'une politique pour en détourner le sens? Je pense que le mot liberté est employé généralement à bon escient.
Sauf que, contrairement à ce qui peut être annoncé, elle n'est pas toujours respectée. Et souvent, elle est malmenée, elle est piétinée par ceux qui prétendent la défendre. Je suis certain que le président de la République, Emmanuel Macron, soit très attaché à la liberté, mais à sa propre liberté. Celle des autres, peut-être un peu moins. Vous évoquez le pass sanitaire. On peut débattre durant des heures sur la nécessité de contraindre les hommes et les femmes à se vacciner pour pouvoir vivre normalement, parce qu'in fine, c'est bien ça. C'est fait de manière indirecte, sournoise, mais à partir du moment où on peut plus aller au restaurant, on peut pas aller au cinéma, on peut pas aller au théâtre, on peut in fine pas faire grand-chose, et voire même lorsqu'on est pompier ou infirmière, être licencié sans salaire à défaut d'avoir été vacciné, c'est une obligation qui ne dit pas son nom. Hein. Pardon de vous interrompre, mais vivre normalement, là encore, c'est aussi un dévoiement des mots, puisque quelle est cette normalité dans laquelle on doit présenter un QR code pour aller au restaurant et dans laquelle on doit respecter des gestes barrières alors que ce n'était pas le contrat prévu initialement. On est tout à fait d'accord. Après, la sécurité est la première des libertés. Non, la sécurité pour moi n'est pas la première des libertés. La première des libertés, c'est la liberté de penser. Ou la liberté de vivre. Et d'abord la liberté de penser comme on souhaite, et que la pensée d'autrui ne soit pas contrainte. C'est lié d'ailleurs à la liberté de conscience. La sécurité fait partie des grandes libertés. Parfois aussi, il y a une contradiction entre la sécurité et la liberté, parce que pour assurer la sécurité, il faut à un moment donné aussi fixer des règles et donc apporter des limites à la liberté des autres. Et si ce n'était pas le cas, on ne pourrait pas assurer la liberté. Tout principe, toute réalité a ses limites pour pouvoir vivre en communauté de manière sereine. Et la sécurité, je ne suis pas certain qu'elle fasse aujourd'hui l'objet d'une priorité de la part du gouvernement. On a eu des annonces à Roubaix récemment, il y en avait eu à Marseille. On attend de voir, mais ça fait 4 ans qu'il y a des annonces, même ça fait des années, voire des décennies. La violence augmente en France, que ce soit dans la rue, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les entreprises. Et je n'ai pas l'impression que les moyens de sécurité soient davantage augmentés. Alors, il y a un thème très important qui revient tout au long de votre livre, c'est évidemment c'est la bioéthique, parce que c'est peut-être le champ de bataille dans lequel d'ailleurs on l'avait évoqué avec Stanislas Berton qui était venu sur ce plateau, c'est peut-être le champ du réel dans lequel les mots sont le plus instrumentalisés. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Par exemple, on pense à mourir dans la dignité, qui est une formule assez ambiguë et qui la détourne peut-être du véritable sens de la dignité. On pense aussi au rapport à l'animal, à la distinction entre l'animal et l'homme qui est de plus en plus effacée, avec des intentions idéologiques derrière, pas seulement sémantiques. Quel regard vous portez là-dessus que vous développez dans ce livre? Déjà, moi j'estime qu'il n'y a plus réellement de bioéthique. La bioéthique, c'est en fait le traitement de questions éthiques ici des progrès de la science. À un moment donné, les responsables politiques ont considéré, eu égard au développement de la science, qu'il était bon de les appréhender, ces développements, au regard d'une certaine morale qu'on appelle éthique. Aujourd'hui, il n'y a plus de bioéthique. La loi dite bioéthique de 2021 n'est ni bio, ni éthique. La PMA dite pour toutes, qui permet en quelque sorte à des femmes seules ou en couple d'avoir un enfant sans homme et sans père, et qui prive délibérément, automatiquement leur propre père, c'est pas bio. C'est pas bio. On nous bassine en nous mettant du bio dans nos assiettes, mais on les refuse on la refuse dans les maternités. C'est quand même une vie biologique. Oui, mais la procréation biologique, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Il en résulte un enfant. Parfois, c'est pas le cas, mais en général, c'est le cas. C'est pas l'union de deux femmes avec une conception en laboratoire. Non, ce n'est pas bio, ce n'est pas éthique. Pour d'autres raisons, vous évoquez la différence entre l'animal et l'homme.
cette loi bioéthique également a porté atteinte à la frontière anthropologique entre l'animal et l'homme. Depuis tout temps, l'homme se distinguait de l'animal, notamment par son esprit et par son âme, au sens grec, il n'a pas forcément une notion uniquement religieuse. Aujourd'hui, avec les chimères, la loi bioéthique autorise les chimères. La constitution de chimères, c'est des embryons animaux dans lequel on met, pour parler simplement, de l'ADN ou des portions d'ADN humain. Donc on va avoir un embryon animal avec de l'ADN humain. On porte atteinte à la frontière entre l'homme et l'animal. Et ceci est d'autant plus surprenant et dangereux que nous souffrons toujours d'une épidémie qui semble avoir pour origine cette proximité accentuée, cette proximité où le refus de séparer l'homme de l'animal, ou le refus de considérer l'animal tel qu'il est. Autre exemple, je l'évoque dans mon livre, je ne sais plus quand, en 2020 à l'Assemblée nationale, vous avez le matin une proposition de loi qui est adoptée, qui a pour effet de reporter le délai de l'avortement de 12 à 14 semaines. Aujourd'hui, c'est 12 semaines, le délai maximum, et de le reporter à 14 semaines. C'est même jusqu'à 9 mois, sans certaines conditions. Oui, mais ça, c'est pour l'IMG. Après, voilà. Bon, ça, c'était autre chose aussi. Mais pour là, ce dont je parle, c'était reporter de 12 à 14 semaines l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Au passage, quand on passe de 12 à 14 semaines, ça nécessite d'écraser la tête du fœtus, parce que à partir de 12 semaines, le fœtus, il a déjà des os, il a un crâne. Donc, ça nécessite d'écraser sa tête parce qu'il a une certaine taille, et pour procéder à l'avortement, c'est un acte différent que lorsqu'il a 3 semaines. Bon, c'est une chose. L'après-midi, les mêmes députés votaient un article d'une proposition de loi, d'un projet de loi, qui avait pour effet de protéger davantage les animaux, notamment dans les abattoirs, de sorte que le matin, on porte davantage atteinte à l'embryon humain, qui scientifiquement, médicalement, est considéré non pas comme un homme parce qu'il n'est pas né, mais comme un petit homme. Il a tout son ADN, il a tous ses organes. Un homme en puissance. Et on protège davantage l'animal que l'embryon humain, davantage le cochon que l'embryon. Là aussi, il y a une contradiction. C'est bien de protéger les animaux, c'est bien de les traiter de manière non pas animalière, mais humaine, dans les laboratoires ou ailleurs que dans les élevages et les dans abattoirs. Les élevages et les abattoirs, et ailleurs que dans les abattoirs. Il serait peut-être bon également de s'inquiéter ou de s'interroger sur le traitement des embryons. Mais alors, on l'aura compris, vous êtes plutôt conservateur sur ces questions, bioconservateur, dirait Laurent Alexandre, qui ne peut pas les encadrer, si je puis dire. Est-ce qu'on peut pas vous reprocher de faire vous-même votre propre hold-up sur les mots, dans un sens, peut-être pas hold-up, mais en tout cas l'investissement partisan dans des mots pour les tourner comme vous les voyez, et y insuffler le sens que vous contredisez par rapport au sens du vent, du sens dominant, disons. On pourrait me le reprocher, mais je vous mets au défi de me faire un reproche spécifique sur tel ou tel mot. Je pense avoir été assez objectif dans le traitement de l'ensemble des mots, en partant de leur étymologie grecque ou latine, de leur histoire. Oui, mais vous l'avez dit, ça évolue. L'animal, par exemple, dont vous parliez à l'instant, le rapport entre l'homme et l'animal est à la fois millénaire, ancestral, et puis en même temps est en permanente évolution. La prise de conscience de la souffrance animale, l'industrialisation des conditions d'élevage et de production de viande, par exemple, a changé tous les enjeux. Un bear, vous dînerez jamais avec un cochon, ou vous partirez jamais en vacances avec une poule. Tout le monde fait la différence entre un animal et un homme. Qu'on traite, et même j'ai envie de dire, respecter l'animal, c'est en quelque sorte respecter l'homme, c'est se respecter soi-même, c'est respecter la nature végétale, animale, humaine. In fine, c'est se respecter, c'est respecter la création, c'est se respecter soi-même. Mais distinguons tout de même l'animal du végétal et l'animal de l'homme. Et l'antispécisme est
une idéologie qui se développe, à mon avis, qui ne va pas se développer très longtemps parce que un jour ou l'autre, des hommes et les femmes de raison vont s'apercevoir de ses limites. Mais voilà, il y a quand même une distinction qu'il faut à mon sens rappeler. Conservateur, bioconservateur. Oui, à certains égards, et à certains égards aussi, j'aime le progrès. J'ai un iPhone comme vous, je roule à scooter, mais je suis à certains égards également écologiste. Et tout écolo est conservateur parce qu'il veut conserver en quelque sorte. L'écologie, c'est une forme de conservatisme. On veut conserver ce qui existe et on veut la conserver parce que c'est bon de la conserver. Être conservateur, en quelque sorte, ce n'est pas vouloir changer, c'est vouloir conserver ce qui est nécessaire, ce qui est bon, ce qui nous est utile, tout en acceptant de vivre avec son temps et de changer ce qui doit l'être. Être progressiste, moi j'ai quand même l'impression que c'est de vouloir être dans le progrès permanent, être en permanence en marche, sans véritablement savoir vers où. Hein. C'est bien de marcher, mais si on ne connaît pas la destination, cela n'a aucun sens. Autant rester chez soi. Hein. Et d'ailleurs, c'est l'objet de votre troisième partie, le rapport à Dieu, qui conclut votre livre, dans lequel vous expliquez qu'en fait, le vide existentiel, civilisationnel ou anthropologique a fait le lit de ce dévoiement des mots. C'est bien cela ? Oui, en gros, j'expose dans ce livre en 3 parties l'homme, la société et le rapport à Dieu. Il faut bien admettre, que l'on soit croyant ou pas, que nous sommes les héritiers de nos ancêtres, de nos parents, de nos arrière-grands-parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Et nous vivons dans une société, qu'on le veuille ou non, judéo-chrétienne, où notre culture, notre droit, notre façon de vivre s'inspire du christianisme. Le code civil et même le droit du mariage est une copie, en quelque sorte, ou a été une copie des règles canoniques. Liberté, égalité, fraternité, ce sont avant tout des idéaux chrétiens. La séparation de l'Église et de l'État, la laïcité, c'est le Christ qui en parle le premier. Hein. Et donc nous avons été façonnés par le christianisme et même par l'Ancien Testament. Les règles, les 10 commandements inspirent notre droit. Si aujourd'hui dans notre pays commettre un crime peut être pénalement sanctionné, c'est parce que nous avons considéré qu'il n'était pas bon de tuer l'autre. L'un des commandements, c'est tu ne tueras point. Hein. Donc, toute notre culture, notre droit, notre façon de penser a pour origine des religions et la Bible ou les 3 religions monolithiques. Donc, j'évoque en fait ces origines-là, cette culture-là, qui nous a façonnés et qui aujourd'hui, il est vrai, est de plus en plus rejetée par les dirigeants politiques, par les journalistes, par une grande partie des intellectuels. Et à partir du moment où on n'a plus où on rejette la transcendance, on rejette l'au-delà, on rejette une origine, une cause qui peut nous déterminer, qui peut donner du sens à notre vie, eh bien, on ne sait plus sur quoi se baser. On perd ses repères et on en arrive à la situation dans laquelle souvent on se trouve, à ne plus avoir de principe, à ne plus avoir de cadre et à pouvoir tolérer tout ce qu'on voit et qu'on passe. Vous avez parlé d'antispécisme, le woke, la PMA pour toutes, la GPA. Enfin, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de règles. Au départ, je pense que l'origine, c'est cette crise de la vérité que j'évoque dans mon propos, le rejet de la vérité, et à certains égards, le rejet de la transcendance, effectivement. Mais une fois qu'on a fait ce constat, pour finir, quelle solution vous proposez, outre lire votre livre pour en prendre toute la mesure, dès lors qu'on ne pourra pas recréer ex nihilo, si c'est le cas de le dire, une transcendance ou un cadre anthropologique qui permette de reconquérir le sens des mots. Concrètement, à court terme, quelle recette proposez-vous ? La première chose, c'est d'avoir conscience de la manipulation des mots, de la dénaturation du langage, du hold-up des mots. Que ce soit les mots père, vous l'aviez évoqué avec Macron, que ce soit les mots république, état de droit, femme, etc., etc. Les mots
sont utilisés trop souvent à mauvais escient. Donc, en avoir conscience. Et vous évoquiez Éric Zemmour ou d'autres intellectuels qui ont le courage de dénoncer cette confusion, cette triche avec les mots, et heureusement qu'ils sont là pour les faire. Avoir conscience donc de cette dénaturation du langage. Après, s'interroger. Pourquoi cette volonté de changer le sens des mots? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est de comprendre la volonté réelle des hommes et des femmes, souvent des politiques, qui utilisent à mauvais escient le langage. Et puis, lire ce livre peut-être, sûrement, je le souhaiterais, mais redéfinir les mots et réutiliser les mots à bon escient. Et c'est en redonnant pleinement aux mots leur sens vrai qu'on pourra rebâtir une pensée, notamment une pensée politique, qui soit ancrée sur le réel et pouvoir ensuite envisager des actions qui aient du sens. Et se réapproprier le sens des mots en se libérant de la novlangue, c'est donc l'objectif de ce livre, Le Hold-up des mots aux éditions L'Archipel. Merci beaucoup, Geoffroy de Vries. C'est un livre très plaisant à lire et nourri de très nombreuses références de Dostoïevski, Lewis Carroll, en passant par Orwell que vous avez mentionné, et d'autres antiques et modernes. Exactement. Merci beaucoup d'avoir relevé le défi de la vérité. Merci à vous de m'avoir invité. Et merci à tous de l'avoir suivi. À bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.